On dit souvent que Rome ne s'est pas construite en un jour. Mais est-ce qu'on vous a déjà dit que Rome s'est construite par un viol, une catin et un meurtre? Voilà la vérité, et qu'on évite de prononcer une vérité sale, nue, trop humaine. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'enseigne si mal. Et ces femmes dans tout ça, celles qu'on ne nomme pas, celles qu'on évoque à peine, celles dont on parle à voix basse, ou jamais. Pas celles des statues figées dans du marbre des temples, pas celles des chants ou des livres dorés, mais celles qu'on oublie dans les récits, sans qui aucun ne tiendrait debout. Celles qui portent les hommes qui les élèvent, les nourrissent, les protègent et parfois les défient. Ce sont elles les anonymes, les matrices brisées, les debout, celles qui, toujours, sans reconnaissance, sculptent l'histoire de l'ombre. Bonjour à vous, voyageurs du temps et chercheurs d'étranges vérités. Ce soir, on remonte loin, bien plus loin que les routes pavées de l'Empire. Et si ce seuil n'était pas une porte, mais un ventre? Et si le véritable Saint Graal, ce calice que tant d'hommes ont cherché, n'était pas une coupe d'or, mais le corps d'une femme, le seul récipient capable de porter la vie, de créer un empire sans temple, sans nom, sans gloire, le seul temple inviolé, la matrice humaine. Une brèche, le point de départ d'une des plus grandes civilisations que le monde ait jamais connue, Rome. Mais pas la Rome des marbres et des discours, non, celle des berceaux abandonnés, des fleuves gorgés de sang divin, de jumeaux au destin fratricide et d'une louve au regard humain. Ce récit, vous croyez le connaître, mais l'histoire s'écrit autant dans les silences que dans les mots. On ne sait qu'on ne sait rien, et c'est là le début du savoir. Abonnez-vous, installez-vous confortablement, car voici la légende de la création de Rome. Avant que Rome ne dresse ses murs, il y avait Albé la Longue, une cité perchée dans le Latium, cœur battant d'une proto-civilisation que l'on nomme aujourd'hui les Latins. Entre influences étrusques au nord et grecques au sud, ce territoire est déjà traversé de tensions, de cultes concurrents, de hiérarchies floues. Ce n'est pas encore un empire, c'est un terrain de friction. Albé la Longue n'est pas un décor de théâtre, mais un nœud politique, une cité royale soumise à des conflits dynastiques permanents. C'est dans ce climat qu'apparaît la lignée d'Énée, le héros troyen exilé, ancêtre mythique des rois albains. C'est là que se forge le socle narratif de Rome, un exil, une traversée, une renaissance. Ce mythe d'Énée n'est pas une fable innocente, il sert de pont entre deux mondes, l'Orient déchu et l'Occident à naître. Il légitime la noblesse romaine à venir, il justifie par le sang l'idée d'un destin. Mais derrière la façade épique se cache une réalité sociale plus âpre. Les élites locales tentent de se maintenir, les luttes de pouvoir sont violentes. Les femmes sont instrumentalisées dans les jeux d'alliance. Les dieux, eux, sont appelés en renfort pour masquer l'arbitraire humain. On peint du sacré sur du politique, on mystifie la violence pour mieux la faire passer. Ainsi naît le cadre, une cité fragile, des lignées royales qui s'effritent et un peuple qui cherche déjà autre chose. Avant Rome, il y avait l'ombre d'un trône. Avant la louve, il y avait la faim. Avant les mythes, il y avait le besoin de croire à autre chose que la brutalité
du réel. C'est là, dans cette tension, que Rome commence à frémir. Pas encore une ville, juste une idée, un frisson dans le chaos. Comme de tout temps, on l'a réduit à une ligne de récit, une silhouette en marge, une note en bas de page. Pourtant, Rhea est le pilier invisible de toute cette histoire. C'est par elle que le mythe devient chair, c'est par elle que l'homme devient légende. Elle est la source, la matrice, le socle. Et comme tant d'autres femmes avant elle et après elle, on l'efface dès qu'elle a rempli son rôle biologique, politique ou sacré. Mais sans elle, rien ne tient. C'est sur elle que l'histoire bâtit un empire. Elle n'était pas vierge par la foi, mais par décret, sacralisée de force pour la mettre sous contrôle. Le choix de la faire Vestiale n'était pas une élévation, mais une prison dorée. En l'empêchant d'enfanter, on empêchait sa lignée de se poursuivre. On bloquait son pouvoir. Mais l'histoire, elle, ne se laisse pas dompter si facilement. Elle tombe enceinte. Les versions divergent, mais toutes tournent autour d'un même axe. Elle n'a pas choisi, que ce soit Mars, un homme en armes, ou un viol étouffé. L'essentiel est là. On invente un dieu pour cacher un crime. On peint une auréole sur une cicatrice. La fécondation divine devient une couverture politique. Elle n'efface pas la blessure, elle la rend invisible. Et après l'accouchement, Rhea disparaît, jetée en prison, noyée, effacée. Cela importe peu. Ce qui ne varie jamais, c'est que la femme, elle, n'a pas voix au chapitre. On célèbre ses fils, on glorifie leur sang, mais c'est elle qui l'a versé. C'est elle qui a porté la cité dans son ventre, dans la douleur, dans l'abandon. Et personne ne lui a jamais dit merci. Elle a peut-être vu son ventre grossir en silence, caché derrière les murs d'un temple qui n'était jamais le sien. Elle a peut-être pleuré seule pendant que d'autres décidaient de son sort. Elle a donné Rome à l'histoire et l'histoire lui a tourné le dos. Rhea, c'est plus qu'un nom dans un livre. C'est une cicatrice sur laquelle on a bâti un empire. Une plaie noble, mais niée. Elle est la métaphore de toutes les femmes fondatrices qu'on enterre sous des pierres, des légendes. Celles qu'on féconde, qu'on utilise et qu'on sacrifie. Sans elle, pas de Rome, pas d'homme, pas de Dieu, pas de muraille, juste le silence, le ventre, la blessure. Elle est la voûte invisible, non pas une absence, mais une force qu'on n'a pas su regarder. Le socle enterré, le cri muet, le sacrifice que l'histoire n'écrit qu'en creux, parce qu'il dérange. La tradition raconte que Rhea donne naissance à des jumeaux, Romulus et Rémus, enfants de Mars. Mais à ce jour, aucun élément historique ou archéologique ne permet de confirmer leur existence. Ce que les historiens modernes avancent, en revanche, c'est que ces deux figures pourraient symboliser deux lignées. Ou encore mieux, deux groupes humains issus des collines autour du Tibre, des communautés qui, un jour, décident de s'unir pour bâtir un foyer commun. Rome serait donc née, pas d'un miracle, mais d'un regroupement stratégique, social et politique. Quant à la fameuse histoire du panier et du fleuve, elle appartient au récit universel. Sargon, Moïse, Oedipe, tous abandonnés, tous des élus, mais le fleuve ici, c'est le Tibre.
Il devient le décor mythique du renouveau. Et ce n'est qu'un motif. Et la louve, là aussi, une image puissante. Mais le mot latin, vupa, désigne aussi une prostituée. Ce n'est pas un hasard, car peut-être que Rome n'a pas été allaitée par une bête, mais par une femme que la société méprisait. Une de celles qu'on ne nomme jamais, mais que tous vont voir. Une femme sans titre, sans terre, sans honneur, et avec du lait dans les seins et de la rage dans le ventre. Une marginale, une putain peut-être, mais une reine sans couronne. Et comme le dit si bien Solane dans sa chanson, c'est une chienne qui a élevé Rome, et les putes comme moi portent le rêve des hommes. C'est peut-être elle, la vraie fondatrice, celle qui, rejetée par le monde, a offert la vie à 2 enfants qui allaient le conquérir. Une femme souillée aux yeux des puissants, sacrée aux yeux du réel, une figure méprisée mais cruciale. Celle qui sauve dans l'ombre, celle qu'on oublie parce qu'elle dérange. Leur survie, loin d'être miraculeuse, pourrait simplement refléter une tradition d'accueil communautaire d'enfants abandonnés ou menacés politiquement. Ce que ce récit camoufle derrière les bêtes et les divinités, c'est une vérité plus nue. L'alliance du peuple, la maternité anonyme, la protection des exclus, le berceau de Rome, n'est peut-être pas un panier sacré, mais un quartier pauvre, un rebord de colline, un geste de femme. Ils sont ensuite accueillis par un berger, Faustulus, et sa femme, Axa Larentina. On parle souvent du berger, rarement de la femme. Et pourtant, sans elle, les enfants ne survivent pas. C'est elle qui nourrit, qui soigne, qui veille sans armure. Elle n'a pas donné naissance, mais elle a élevé. Pas par devoir, mais par choix. Larentia n'est pas une légende. Elle est la femme réelle, silencieuse, patiente. Pas une louve, pas une déesse, juste une femme de chair, de gestes, de soins. Elle n'a pas fondé Rome par le sang, mais par l'éducation. Elle incarne ce moment précis où la survie devient une transmission. Elle est la mère sociale, celle du quotidien, celle qu'on n'évoque jamais parce qu'elle n'a pas tué, pas régné, pas défié les dieux. Mais elle a formé des hommes et c'est dans ses bras discrets qu'on forme bâtisseurs d'empire. Romus et Romulus grandissent comme des enfants loups, forgés dans l'instinct, la violence, la solidarité. Très vite, ils organisent d'autres jeunes bergers, des bandes, des clans. Le pouvoir germe dans les premières structures sociales. La meute devient cité. Mais la vérité les rattrape. Ils apprennent leurs origines. Et ce qu'ils font, ils reviennent à Albé, déposent le tyran, Amulius, et rendent le trône à leur grand-père, Numitor. Et puis, ils veulent fonder leur propre cité. Mais où? Et surtout, qui en sera le roi? Alors on consulte les augures. Rémus voit 6 vautours, Romulus, lui, en voit 12. Victoire douteuse, mais suffisante pour entériner un verdict. C'est Romulus qui dessine les premières lignes de la future Rome. Mais Rémus se moque, il franchit le tracé sacré. Romulus le tue. Ce meurtre fondateur est essentiel. Rome naît dans le sang d'un frère. Un frère tué, non pour le pouvoir, mais pour avoir franchi une limite symbolique. Rome est fondée sur le respect du rite, sur l'ordre, sur l'inviolabilité du sacré. Ainsi périra quiconque franchira mes murailles, aurait dit Romulus en abattant Rémus. Mais derrière cette scène théâtrale, il y a une leçon politique.
la violence est constructive du pouvoir. Le droit se fonde sur le meurtre refoulé. Sociologiquement, cette scène est la matrice de toutes les exclusions futures. Rome, l'universel prétendu, s'érige d'abord comme forteresse. C'est Romulus qui deviendra le premier roi. Mais Rome, au début, est vide. Peu de femmes, peu d'hommes, peu d'habitants. Alors, on triche. On enlève. Le fameux rapt des Sabines n'est pas une galanterie, c'est un kidnapping collectif. Encore une fois, Rome s'identifie en absorbant, en volant, en intégrant par la force, et cela va devenir un modèle. Car au fond, Rome n'est pas née d'un idéal. Elle est née d'un viol, d'une prostituée, d'un couple de bergers et d'un meurtre, à la Abel et Caïn, d'un rapt maquillé en alliance sacrée, et plus tard, elle sera sauvée par des ours. Voilà. Ça, c'est Rome. Cette ville, dès sa naissance, a apporté en elle l'étrangeté d'un conte, qui ne sait jamais si il est vrai. Rome est devenue elle-même une légende, ni tout à fait concrète, ni tout à fait fabuleuse. On en connaît les ruines, mais on oublie ses vraies fondations. Ils ont nommé cette ville Rome. Ils ont osé l'appeler ainsi, non pas par mémoire de Rémus, celui qui fut tué, mais en hommage de Romulus, celui qui frappa. Rome, ce nom résonne comme un cri de victoire, mais aussi comme l'écho d'un crime. Car Rome n'est pas née d'un rêve, elle est née du ventre ignoré, d'un viol déguisé en volonté divine, d'une femme brisée, d'une louve rejetée, d'un meurtre fraternel. Et ce sont ces racines-là qui ont bâti un empire, pas une idée, pas des lois, mais du sang, du silence et de la douleur. On veut croire que les civilisations se fondent sur la raison, la grandeur, la justice, mais Rome nous rappelle une autre vérité. Rien ne naît sans douleur, rien ne naît sans violence. Les empires se construisent sur des corps qu'on oublie, des noms qu'on a effacés, des femmes qu'on a réduites au silence. Et peut-être ce que Rome nous laisse, ce n'est pas un modèle à suivre, mais un avertissement, car l'histoire n'est jamais pure. Elle est faite de cendres, de cris étouffés, de murs érigés sur des restes humains. Et si nous refusons de regarder cela en face, nous continuerons à bâtir des empires sur le déni. Voilà ce qu'était Rome. Voilà ce qu'elle est restée. Un mythe puissant, une mémoire dérangeante, un miroir que l'on détourne. On sait qu'on ne sait rien, mais maintenant, vous savez.